Une arnaque folle qui aura coûté plus de 800 000 € à Anne. 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt. Elle a cru que la star n'avait Dieu que pour elle, mais les SMS, les photos, les vidéos, tout était truqué. Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Comment peut-on se faire avoir par ça? Hello, je suis le vrai Brad Pitt. Salut Anna, c'est moi, Mickey. Oh my god. Anne. Il me faut 800 000 €. On a bien ri, mais la version que je vais vous raconter aujourd'hui est beaucoup moins drôle, parce que Anne est très loin d'être un cas isolé. Depuis 2020, les arnaques basées en Asie du Sud-Est ont dérobé 75 milliards de dollars, avec un record estimé à 37 milliards rien qu'en 2023. Le cas de Anne n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Ça veut dire deux choses, qu'il y a beaucoup plus de victimes qu'on le pense et que c'est une organisation criminelle bien plus importante qu'on l'imagine. En fait, il y a une armée de Brad Pitt et on sait où se trouve leur QG. J'ai retrouvé le faux Brad Pitt et ils sont plusieurs. Derrière ces murs, des milliers de personnes sont forcées 17 heures par jour à pratiquer le chazoupan, ce qui se traduit par abattage de porc. Une arnaque qui consiste à nourrir la victime avec des messages d'attention pour obtenir sa confiance durant des semaines, des mois, voire des années avant de l'abattre en lui prenant le plus d'argent possible. Et cet argent finance une guerre civile. Bienvenue en Birmanie, bienvenue dans l'usine au faux Brad Pitt. Ok, 30 secondes, pas une de plus, pour vous parler d'Hostinger. Lancez votre projet en quelques secondes en créant votre site web ou une boutique en ligne grâce à l'IA. Donnez un nom à votre site, choisissez un design ou décrivez votre activité pour que l'IA génère un design personnalisé, glissez-déposez vos propres textes, vos images, des boutons, des formulaires, des produits, et vous êtes prêt à publier. Ça demande aucune compétence, juste une idée. Hostinger est un des plus gros hébergeurs web au monde, le nom de domaine est offert et leurs outils IA sont inclus avec le plan d'hébergement, leurs serveurs sont en France avec un support français H24, vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours, et avec le code LEODEUF, vous avez moins 10% sur les plans de 12 mois et plus, lien en description. Merci Hostinger. Alors comment on peut se faire avoir par ça? Il y a une immense part de naïveté. Ça, j'ai pas besoin de vous le dire, Internet s'en est chargé. Je le pense aussi. Mais cette explication est un peu trop simple. Elle ignore beaucoup d'autres paramètres. Nous, quand on découvre l'histoire, on la découvre dans son entièreté. Du premier message à la dernière photo. Mais dans les faits, elle dure 1 an et demi. 1 an et demi durant lequel Anne discute quotidiennement avec ses escrocs. Elle ne s'est pas fait avoir par ça. Elle s'est fait avoir par un long travail d'ingénierie sociale sophistiquée dont la manipulation psychologique commence dès le premier message. Les scammers trouvent leurs victimes en faisant du repérage sur les réseaux sociaux. Ils vont aller par exemple sur Facebook, Instagram, Twitter, chercher les comptes de personnes qui ont l'air célibataires ou seules ou en situation de faiblesse, qui ont également l'air d'avoir beaucoup plus d'argent que ce que eux ont. Mais ils vont prendre des centaines de comptes sur lesquels ils vont envoyer en masse, je dis une bêtise, hein, mais coucou ça va. Et sur les 100 comptes à qui ils ont envoyé coucou ça va, il y en a forcément 7 ou 10 qui vont répondre oui ça va et toi. Les arnaques sentimentales n'exploitent pas la bêtise. Ils exploitent la solitude. Anne est seule. Elle est mariée, mais elle se sent seule. Peu importe si c'est légitime, je laisse cette question à Twitter, la solitude, c'est une évaluation subjective. Un décalage entre les relations désirées et celles réellement vécues qui crée un vide relationnel. D'après cette méta-analyse, entre un isolement objectif et une solitude subjective, le risque de mortalité ne diffère que de 3%. La science reconnaît donc les mêmes risques entre une solitude objective et subjective. Parmi ces risques, il y a une modification de la façon dont le cerveau fonctionne. Au début, Anne doute, mais elle connaît rien à Internet. Elle a créé un compte Facebook en 2024. Alors quand elle reçoit la photo du passeport de Brad Pitt, de son agent, un mail de sa fille et des photos qu'elle trouve nulle part ailleurs, ce que son intuition lui dit, c'est que c'est peut-être vrai. Et cette petite probabilité suffit, parce qu'elle active un espoir. Et une fois que la victime a investi de l'espoir dans la relation, son cerveau va se concentrer sur les informations qui la valident. De l'extérieur, c'est absolument ridicule, mais la victime est en incapacité psychologique de voir ce que vous voyez. Le besoin de connexion sociale est un besoin psychologique fondamental. Son absence peut entraîner une détresse émotionnelle qui conduit à un épuisement des ressources mentales allouées à la régulation des émotions. En fait, la recherche de lien social peut devenir si forte qu'elle affecte les processus de prise de décision. En manque, le cerveau peut privilégier un soulagement émotionnel à une analyse rationnelle. Il choisit simplement ce qui lui fait du bien. Alors les escrocs passent à la deuxième étape, le love bombing. Un bombardement affectif. Pendant des semaines, des mois, Brad lui envoie des messages en permanence. Il la complimente, s'intéresse à elle, à son travail, lui parle de projets d'avenir. Jour après jour, il renforce le lien émotionnel. En exploitant ce vide affectif, il rend la victime dépendante à l'arnaque. Anne a douté, plein de fois. Elle l'a bloqué, plein de fois. Mais elle est toujours revenue parce que les échanges avec son escroc semblaient agir comme une drogue émotionnelle. Quand vous cessez de parler avec quelqu'un après 1 an, même s'il n'existe pas, le vide qu'il laisse est bien réel. Et il est douloureux. Il peut entraîner des syndromes dépressifs, un isolement encore plus important et des idées suicidaires. Alors la victime revient.
Et c'est là que les demandes d'argent arrivent. Les escrocs, même s'ils se font passer pour quelqu'un qui n'est pas connu et qui est simplement richissime, parce que c'est tout le temps le cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il y a toujours un problème. Et ça constitue une phase clé de leur escroquerie, parce qu'il faut qu'ils puissent adapter cette phase-là au profil psychologique de la victime qu'ils auront déterminé en amont. Donc c'est vraiment tout un travail de sociopathie au moment où ils gagnent la confiance de la victime. À ce moment-là, les défenses de la victime sont déjà tombées. Malgré l'absurdité des preuves, la victime est prisonnière de son engagement passé. Sous l'emprise, elle va nier ses propres doutes et s'isoler pour éviter d'affronter la possibilité d'une trahison. Admettre que toute l'histoire est fausse lui coûterait trop cher. S'il suffit d'un virement pour justifier son investissement émotionnel, les nuits passées à discuter, les heures à attendre un message, s'il suffit d'un virement pour continuer à croire que quelqu'un s'intéresse à elle, elle le fera. Surtout si l'escroc utilise une deuxième faille. Anne a eu un cancer du cerveau, et en un an de discussion, elle a eu le temps de le dire à son escroc. Puis elle a reçu ça. L'homme avec qui elle discute tous les jours a un cancer du rein. Il ne pourra pas survivre sans greffe. Il va jusqu'à lui dire « Sans toi, je ne vois aucune raison de rester en vie ». Et si c'est pas une pression suffisante, un faux médecin lui envoie un mail. Il se bat pour survivre. Ce dont il a le plus besoin, c'est d'une loyauté sans faille. À ce moment-là, il y a beaucoup de biais psychologiques qui sont exploités. Mais le principal, c'est le coût irrécupérable. Plus la victime investit de temps, d'émotions et d'argent dans la relation fictive, plus il lui est difficile d'y renoncer. Alors elle se plie simplement aux exigences de l'escroc. Et chaque virement est rationalisé par le précédent. Anne va envoyer un total de 830 000 €, tout ce qu'elle avait, pour sauver un espoir. Celui d'une personne qui n'existe pas. Le faux Brad Pitt, c'est 3 personnes qui sont de jeunes individus qui ont entre 20 et 27 ans qui habitent au Nigeria. Donc le rapport d'enquête officiel, il comprend la localisation exacte des escrocs qu'on a obtenu grâce à un IP logger qu'on a envoyé, donc qui a recueilli leur consentement, et puis vu qu'ils étaient pas très malins, ils ont cliqué sur Allow et donc autoriser, et on a pu avoir l'accès à leur position exacte. On a fait de l'osine sur tous leurs numéros de téléphone, ce qui nous a permis justement de nous mettre au courant de leurs nouveaux agissements et de tout ce qu'ils faisaient également avant. Ils ont acheté une maison à eux, c'est une très très grande maison luxueuse, et ils habitent à 3 dedans. Et ils travaillent depuis là-bas. Il existe sur le darknet des scamas, ce qu'on appelle des scamas, c'est des tutoriels. Il va y avoir vraiment toutes les marches à suivre, tous les outils, etc. pour pouvoir arnaquer quelqu'un. Quelqu'un de lambda qui n'a aucune connaissance en escroquerie, en déboursant, je sais pas, 15 €, va pouvoir faire des dégâts pour des milliers d'euros à des victimes qui n'ont rien demandé. Donc c'est pas une histoire de capacité intellectuelle, c'est vraiment une histoire de timing. Les escrocs, ils arrivent à entrer en contact avec leurs victimes dans le bon moment de leur vie. L'amour rend vraiment aveugle au niveau neurobiologique. L'état amoureux désactive certaines zones du cerveau responsables du jugement critique, des émotions négatives et de la vigilance sociale. Anne a eu la naïveté de répondre au premier message et il était déjà trop tard. Ces escrocs n'avaient plus qu'à dérouler un script pour la plonger dans une réalité alternative dans laquelle leurs mensonges deviennent plus crédibles que ses doutes. N'importe qui peut être un arnaqueur et n'importe qui peut devenir une victime. Mais il y a un endroit dans le monde où on peut être les deux. Derrière cette femme qui se filme pour ses réseaux, il va se passer quelque chose d'historique, qui va être le point de départ du premier réseau criminel d'arnaque sentimentale. Ce qu'on aperçoit, c'est le Parlement birman. 59 ans plus tôt, la nuit du 2 mars 1962, c'est là que les tanks de l'armée ont encerclé les bâtiments officiels pour renverser le gouvernement. Cette nuit marque le début de 50 ans de dictature militaire en Birmanie. Des mesures radicales sont prises et le pays s'effondre économiquement, alors des manifestations massives éclatent. L'armée réagit avec une violence meurtrière. Ils tirent et noient des manifestants dans le lac Inya, faisant entre 3 000 et 10 000 morts. Mais en 2015, un espoir démocratique commence à renaître. Le Parti démocrate remporte les élections et gagne du pouvoir. Ils vont à nouveau écraser le parti pro-armée en 2020. Mais l'armée conteste ce résultat et le 1er février 2021, l'histoire se répète. Sans le vouloir, elle est en train de filmer les camions militaires arrivés au Parlement birman pour un nouveau coup d'État. Mais cette fois, le peuple se laissera pas faire. D'abord, ils manifestent, mais les militaires répondent à nouveau avec des tirs, qui feront 1500 morts. Face à cette violence, 65 000 citoyens birmans s'équipent d'armes artisanales et forment des groupes de résistance. En Birmanie, une guerre civile éclate. Au milieu de ce chaos, un complexe secret et ultra sécurisé se construit en moins de 3 ans, sous la direction de Broken Tooth, chef de la triade 14K, une des plus puissantes organisations criminelles chinoises. KK Park est construit comme une véritable ville fermée, avec ses propres hôpitaux et ses commerces, entourés de murs de béton, couronnés de barbelés électriques, surveillés par des miradors et des soldats armés pour que personne ne puisse entrer ou sortir. Parce que ce qui se passe à l'intérieur rapporte des milliards. On y trouve d'immenses open space sans fenêtres. 200 bureaux métalliques numérotés sont alignés, chaque station est équipée d'un PC, d'écrans secondaires et de plusieurs smartphones. Depuis ces bureaux, 20 000 travailleurs, originaires de 40 nationalités, arnaquent des victimes 17 heures par jour. Mais ce sont eux-mêmes des victimes. On a eu des contacts avec une des victimes de ces réseaux-là,
Donc c'était un individu, un ressortissant marocain qui cherchait du travail et qui est allé en Birmanie, il pensait partir travailler en Thaïlande. La plupart sont de jeunes diplômés, à l'aise avec la technologie et originaires de régions où le taux de chômage est élevé. L'Asie du Sud-Est, l'Europe de l'Est ou l'Afrique. Un jour, ils tombent sur une offre d'emploi à l'étranger, en Thaïlande, pour travailler dans le secteur technologique ou la finance, avec une promesse de salaire élevé et de bonnes conditions de travail. Une fois arrivés à Bangkok, ils sont emmenés en voiture à 500 km de l'aéroport jusqu'à la rivière Moé, qui sépare la Thaïlande de la Birmanie. Quand ils traversent la rivière, sans le savoir, ils pénètrent dans une zone de non-droit, là où personne ne viendra les chercher. De l'autre côté de la rivière, ils sont remis à un gang chinois contre une somme d'argent. Ils viennent d'être vendus 10 000 à 30 000 $. À leur arrivée dans le camp, on retire leurs papiers, on leur fait une prise de sang pour des raisons obscures et leur cauchemar commence. Ils rejoignent un dortoir surpeuplé, infecté d'insectes, avec une odeur nauséabonde. Et de 6h à 23h, ils discutent avec des inconnus en ligne avec de faux profils pour leur soutirer de l'argent. Leur rôle, c'est de les séduire, de déterminer leur niveau de richesse et de les inciter à investir le plus possible dans un investissement frauduleux en crypto-monnaie. Chaque travailleur a des objectifs quotidiens. Contacter une vingtaine de nouvelles cibles, maintenir les conversations avec plusieurs victimes en même temps pour soutirer 10 000 $ par semaine. Un logiciel scanne leurs conversations en permanence pour compter les messages contenant des liens frauduleux, les mots-clés importants comme crypto ou héritage, ou les appels à l'aide à des proches. S'ils travaillent bien, ils gagnent une infime partie du salaire promis qu'ils peuvent dépenser pour acheter des produits de première nécessité dans les commerces à l'intérieur du camp. Mais ils peuvent aussi le dépenser dans les casinos qui permettent au passage de blanchir l'argent, dans la drogue ou dans la prostitution des femmes prisonnières du camp. Les femmes ne représentent qu'environ 15% des victimes, mais elles servent à divertir le reste. Si les travailleurs se rebellent ou s'ils n'atteignent pas leurs objectifs, ils sont torturés. Je vous préviens, les citations qui vont suivre peuvent choquer. C'était violent. Ils m'ont frappé jusqu'à ce que je sois faible et que je puisse à peine marcher. Ils nous électrocutaient jusqu'à ce que notre peau devienne noire et dégage une odeur de brûlé. Un collègue a sauté du toit. 2 autres ont été poussés. La torture n'est pas seulement une punition. C'est aussi un moyen de faire pression sur les familles des victimes. Les gangs demandent souvent des rançons en échange de leur libération. Si les familles ne peuvent pas payer, et c'est souvent le cas, ils sont vendus à d'autres gangs. L'ONU estime qu'il y a 37 usines ASCAM en Birmanie, qui détournent entre 18 et 37 milliards de dollars par an, provenant du monde entier. Une partie de cet argent est blanchi en crypto-monnaie, puis réinvesti dans des actifs tangibles, dans les casinos, des entreprises, de l'immobilier en Chine ou dans la création d'autres camps. Une autre partie sert à corrompre des officiels thaïlandais pour faire passer les victimes à la frontière. Et la moitié est réinvestie dans l'achat d'armes lourdes qui sont livrées aux milices locales. Ces milices acceptent de protéger les complexes pour financer leur arsenal militaire. Et donc, la guerre. On estime que 120 000 personnes sont détenues dans ces usines en Birmanie. Elles aussi ont répondu au mauvais message. En revanche, on ne sait pas estimer combien de personnes sont réellement victimes de ces arnaques. On connaît celles qui portent plainte, celles qui témoignent et celles pour qui le secret était trop lourd à porter. Mais le reste se noie dans la honte. Ces gens auraient au moins besoin de notre silence pour conserver le peu de dignité qui leur permet de survivre. En les ridiculisant, on instaure une distance qui nous convainc que ça ne pourrait jamais nous arriver. Mais à quel point en êtes-vous sûr? Dennis, 82 ans, a liquidé ses économies après qu'un faux profil Facebook lui ait conseillé d'investir dans une fausse crypto-monnaie. Quand ils s'en rendent compte, ses enfants organisent une réunion d'urgence à laquelle il ne viendra jamais. Il laisse un mot disant qu'il ne peut pas affronter leur déception. Anthony, 18 ans, s'est donné la mort après avoir envoyé des vidéos intimes à un faux profil féminin qui lui demandait d'importantes sommes d'argent pour ne pas les diffuser. Sa sœur racontera que son frère était équilibré, qu'il avait des projets, mais que le harcèlement constant l'a poussé à l'acte. Entre le premier message et le moment où il a pris une arme, il s'est passé 17 jours. La culpabilité n'a pas de visage. Il y a un décalage entre l'apparence sociale et la réalité psychique. Vous ne connaissez pas l'état émotionnel des gens, même les plus proches. Et vous n'avez aucune idée des messages qu'ils reçoivent quand ils sont seuls. En moquant les victimes, on s'assure qu'elles n'oseront en parler à personne. Et il sera trop tard quand vous le découvrirez. Finalement, le message le plus dangereux, c'est vous qui l'envoyez. Merci de m'avoir écouté. Merci à Hostinger. C'était Léo Duff.